Bonjour, c'est Aurélie, Outlander Addict. Mon parti pris est simple, je relis Blood of My Blood à la lumière d'Outlander, sans oublier celles et ceux qui arrivent tout juste dans l'univers. Dans Providence, 3 choses m'ont immédiatement convaincu. L'immersion, chant gaélique, rituel, Highlands, on est de retour aux sources. La romance, la rencontre dans l'écurie entre Hélène et Brian, filmée avec pudeur et tension, c'est un vrai coup de foudre. Et les Mackenzie, le deuil d'Hélène et la stratégie de Colum Dougal posent déjà des enjeux forts dès le pilote. Mon petit bémol, le passage de Julia et Henry vers le passé, l'idée est forte, mais la scène m'a paru un peu précipitée dans sa mise en image. Allez, on entre dans le détail, que vous soyez addict historique ou nouveau venu, je vous embarque avec moi. Alors plongeons ensemble dans cet épisode inaugural. Qu'est-ce qui m'a marqué? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui pourrait être encore meilleur? Dans mes impressions générales, j'ai envie de vous dire quel bonheur d'être replongé dès la première minute dans une Écosse brute, humide et vibrante. Exactement cette atmosphère qui m'avait happée au tout début d'Outlander. Les premières images posent d'emblée le décor, destin, héritage et ce petit vertige qui nous dit que la Providence a ses propres chemins. D'ailleurs, le titre Providence n'est pas qu'un clin d'œil, il irrigue tout l'épisode entre promesses faites, promesses brisées et la question épineuse de la protection paternelle, ou de son absence. C'est un pilote d'exposition, oui, mais il est solide. Il prend le temps d'installer les lieux, les enjeux claniques, les liens familiaux, sans perdre l'élan romanesque. Le rythme est ample, 1h19 d'épisode, les scènes respirent, et j'ai apprécié que l'écriture ose des silences, des regards, des non-dits. Il mise sur la retenue, et ça marche. Je trouve que ça marche. Côté mise en scène, j'ai adoré le travail de lumière et de texture. Des pierres froides, de la laine rêche, des bougies qui sculptent les visages. On retrouve ce réalisme qui fait tant pour l'immersion dans les lieux et dans l'époque. Annie l'a d'ailleurs joliment formulé, les images de mains, d'eau, d'étoffes sont très belles. On se sent tout de suite dans l'ambiance écossaise. Et oui Annie, c'est exactement ça, la série nous fait ressentir l'Écosse dans nos corps avant même de nous raconter son histoire. J'ai envie de vous parler de la surprise Jocasta. Je ne m'attendais pas à autant d'aigreur dès l'entrée en scène. Et pourtant c'est cohérent, et l'actrice m'a vraiment scotché. La voix est bluffante, on croirait presque entendre Marial Doyle Kennedy, l'actrice de Jocasta dans Outlander. Alors pour la petite anecdote, les 2 actrices sont toutes les 2 irlandaises, et l'écriture ose une dureté qui promet un arc riche pour le personnage. Très bon casting globalement, avec des visages qui habitent leur époque, sans effort, ou presque. Gageons tout de même que l'équipe coiffure et maquillage a fait un boulot remarquable. Et je suis bluffée par la ressemblance de Julia, Hermione, l'actrice, et de Katrina Balfe qui joue Claire. Tout aussi scotché d'ailleurs par Jamie Roy, qui joue Brian Fraser, mais nous en reparlerons. Le twist Julia-Henry propulsé d'emblée dans le passé, je l'ai adoré, même si entre nous je l'avais deviné grâce aux bandes annonces. Et c'est un choix payant. Au lieu de maintenir 2 rails séparés trop longtemps, la série crée tout de suite des passerelles entre les intrigues, et c'est malin. Et la scène d'ouverture entre Julia et Henry pose efficacement leur intimité de couple bien installée. Sur le fond, l'épisode déploie déjà de vrais enjeux, la vulnérabilité d'Hélène après la mort de son père et la fin de la promesse de sa liberté, la loyauté comme boussole avec ses zones d'ombre aussi, l'amour sincère face aux alliances de pouvoir. Et j'aime la manière dont la série sème des symboles qui font écho à Outlander sans en être de pâles copies. Ce n'est pas du clin d'œil gratuit, ce sont des rimes thématiques. Pour ce qui est de l'esthétique et de la musique, on reste dans une identité sonore familière, cornemuse et cordes qui portent l'émotion, sans trop la surligner, avec une photographie qui varie joliment entre les pierres froides des châteaux, on pense à Léor et à Lézard, et les ombres moirées des intérieurs, et puis aussi la grandeur des paysages des Highlands. Et là, je pense à la rencontre sur le pont entre Hélène et Brian. La réalisation a été confiée à Jamie Payne, qui est complice de longue date de Matt Roberts, et il privilégie l'immersion visuelle et l'atmosphère symbolique. Et si je devais résumer cette première impression, c'est celle d'un monde déjà habité. Tout semble à sa place, les clans, les codes, les émotions. On sent que Blood of My Blood ne cherche pas vraiment à copier Outlander, mais à dialoguer avec elle. On reconnaît la patte, les symboles, les émotions, mais avec une identité propre et un rythme qui lui appartient. Et ça, c'est plutôt prometteur. Un mot pour celles et ceux qui découvrent l'univers.
Ici, la série n'explique pas le voyage temporel. C'est normal pour un pilote qui pose d'abord l'émotion et les enjeux, et je ferai un rappel express de la mythologie du voyage dans le temps, dans mon prochain décryptage, histoire de ne perdre personne en route. Et parce qu'on est entre addicts, passons maintenant à ce qui m'a le plus touché, à ce qui m'a peut-être aussi moins convaincu. Et voici mon top et mon flop. Pour mon top, j'aurais pu choisir la scène de l'écurie, évidemment, pour son émotion, son romantisme, cette évidence entre Hélène et Brian, mais non. Ce que j'ai choisi pour mon top, ce sont les 10 à 12 premières minutes de l'épisode. Cette ouverture de quelques minutes d'abord sans un mot, portée seulement par la musique de Bear McCreary et puis la voix envoûtante de Julie Fowlis, une chanteuse écossaise. Et tout de suite, on est happé. Les paysages, les visages, le deuil, on comprend sans qu'on nous l'explique. Et quand vient la première vraie scène avec Hélène et Madame Fitz, le ton est posé. En quelques répliques, tout est dit. La jeune femme aimée de son père, convoitée par le clan, mais lucide sur ce qui l'attend. On sent qu'elle va devoir lutter contre le destin qu'on lui impose. Ces premières minutes, pour moi, sont un bijou de narration visuelle, pas de paroles, pas d'exposition forcée, juste une atmosphère, une émotion, un drame qui s'installe déjà. Et c'est exactement ce que j'aime, cette confiance dans la mise en scène, dans la musique et dans le regard des acteurs pour tout raconter. Rien qu'avec ces quelques minutes, j'étais conquise. Et visiblement, je ne suis pas la seule. Sylvaine, une addicte de longue date, m'a écrit « Quel bonheur de retrouver ces magnifiques paysages écossais, la cuisine du château de Léor, les scènes du quotidien, j'ai tout de suite été conquise. » Et c'est exactement ça, ce sentiment de retrouvailles avec un monde qu'on n'a jamais vraiment quitté. Pour mon flop, mon petit flop, le montage entre les deux époques, dans le 3e tiers de l'épisode à peu près. Les premières images de Julia et Henry en Écosse au XXe siècle peuvent créer une certaine confusion temporelle, surtout pour les nouveaux venus qui découvrent l'univers, il y a une vraie rupture, et je trouve qu'on perd un peu le fil émotionnel de l'intrigue Mackenzie. Et je ne suis pas la seule à avoir ressenti cette petite distance. Fabi a écrit « Je n'ai pas encore ressenti la passion de nos deux couples, cette alchimie dans les regards qui nous a fait tomber addicts d'Outlander. » Et Aline ajoutait « Il me manquait cette lueur, cette flamme des débuts d'Outlander. » Je comprends ce sentiment, c'est difficile de ne pas comparer les deux séries, mais je pense aussi que Blood of My Blood ne raconte pas la même histoire. Là où Outlander nous plongeait dans une passion immédiate et explosive, ici on pose d'abord un monde, des enjeux claniques, un contexte politique, avant de laisser l'émotion prendre toute sa place. J'aurais préféré qu'on reste plus longtemps au 18e avant de basculer. Mais je comprends aussi que c'est un pilote. Il doit installer 2 histoires en parallèle et ça exige des choix de rythme. Alors passons maintenant à l'étude de mes thèmes. Ce premier épisode, c'est avant tout une histoire de père et de fille. La toute première image, c'est celle d'Hélène qui dit adieu à son père, et d'une certaine manière, tout le reste de l'épisode découle de là. Jacob Mackenzie n'était pas seulement le lord, c'était le seul homme qui la comprenait vraiment. Il voyait en elle ce que les autres refusaient d'admettre, parce qu'elle est une femme, de l'intelligence, de la fermeté, de la clairvoyance. Et il le dit explicitement dans une réplique très forte, je trouve. You have more of me in you than both your brothers put together. If only you had a cock. Tu me ressembles beaucoup plus que tes 2 frères réunis, si seulement tu avais une queue. C'est brutal, mais c'est tout le paradoxe du patriarcat écossais. Jacob reconnaît le mérite d'Hélène tout en la ramenant malgré lui à ce qu'elle n'a pas. Il lui lègue sa force, mais pas son pouvoir. Après sa mort, on ressent tout de suite ce vide d'autorité juste. Colum et Dougal héritent d'un clan, mais sans la sagesse du père. Dougal hérite de la colère, Colum de la stratégie, et Hélène, elle, hérite de la lucidité, mais sans aucun droit de l'exercer. À un moment, Colum dit que Jacob n'a pas été un bon père pour lui, et là on se dit, pour Dougal, sans doute non plus. Cette idée de transmission tronquée traverse tout l'épisode. Hélène n'est pas seulement en deuil de son père, elle est en deuil de sa promesse, celle de ne pas être mariée contre sa volonté. Et dès que Jacob disparaît, cette promesse s'effondre avec lui. C'est d'ailleurs une scène que j'aime beaucoup, quand Mrs. Fitz lui dit qu'elle sera sans doute convoitée, qu'il va falloir penser au mariage, et qu'Hélène répond presque sèchement « mais je ne veux pas entendre parler de mariage ». En une phrase, on comprend son caractère et aussi son destin. Et puis, il y a cette idée d'héritage moral qu'on retrouvera plus tard dans la saga.
Le père qui n'a pas pu transmettre son rôle à sa fille, mais dont la force rejaillira plus tard sur son petit-fils. Coucou Jamie. En regardant Hélène, on pense effectivement forcément à Jamie. Même droiture, même compassion, même regard sur les autres. Si Hélène avait été un garçon, d'ailleurs, elle se serait appelée James. Et ce prénom, c'est celui qu'elle donnera plus tard à son deuxième fils. Alors, pourquoi pas à son premier fils? Mystère, on pose ça là. Et puis en parallèle, on découvre un autre père et un autre héritage, celui de Simon Fraser, Lord Lovat, et de son fils bâtard, Brian. Lovat, lui, n'a rien du père aimant. C'est un homme de pouvoir, calculateur, souvent méprisant. Et Brian grandit dans cette ombre. On sent d'ailleurs qu'il a appris très tôt à se taire, à observer, à obéir, sans plier. Mais ça fait de lui un personnage un peu réservé. Et à ses côtés, il y a Murta, son ami, son cousin, presque son frère. Et j'adore personnellement ce Murta jeune. Il est solaire. Ici, il a encore cette lumière avant probablement de grandes désillusions qui façonneront le Murta qu'on connaît dans Outlander, plutôt bourru et bougon, et assez taiseux. Les voir ensemble, légers, rieurs, un peu insouciants, c'est assez précieux. On devine déjà ce que la vie va leur enlever en fait. Et d'ailleurs, cette idée d'héritage, de statut, de ce qu'on est censé porter ou incarner, elle ne passe pas que par les dialogues, elle passe aussi par les costumes. Et là, je dois vous dire que l'équipe a fait un travail remarquable. Alors, c'est la même équipe qu'Outlander. Parce qu'en fait, comme dans Outlander, dans Blood of My Blood, les vêtements ne sont jamais juste décoratifs. Les costumes racontent énormément dans cet épisode. La protection, le statut, l'appartenance, et puis même parfois une sorte de décalage révélateur, et je vous en dis plus. Chez les Mackenzie, tout affirme la hiérarchie clanique. La laine épaisse, les tartans sombres, les broches massives, ce sont des vêtements de clan, presque des armures. D'ailleurs, ils se transmettent. Chaque détail dit « nous sommes puissants, nous sommes unis ». C'est une mise en scène du pouvoir à travers le tissu. Chez les Fraser, au contraire, on sent une élégance plus sobre, presque rurale. Le manteau de Brian n'a rien d'apparat. Il dit son pragmatisme, sa proximité avec la terre. Pas de fioriture, juste l'essentiel. Et visuellement, ça oppose parfaitement les deux mondes. Et puis, il y a Henry. Et là, c'est très malin de la part des costumiers. Ces vêtements du passé lui vont, mais jamais complètement. Les coupes, les textures, la manière dont il bouge dedans. Pour moi, ça trahit qu'il n'est pas d'ici. On devine son inconfort, même sans dialogue. Et c'est un décalage subtil, mais qui participe à l'illusion narrative. Il se fond sans se fondre. Et c'est exactement ce qu'exige son personnage. Quant à Julia, ses habits racontent son piège. La robe de servante, lourde, corsetée, devient une métaphore visuelle de sa condition. On la sent enfermée jusque dans le tissu. Et ce qui est beau, c'est que ces choix vestimentaires fonctionnent même pour les spectateurs qui ne sont pas attentifs à ces détails. On ressent instinctivement qui a le pouvoir, qui est déplacé, qui est prisonnier. Le costume fait son travail en silence. Et si je vous parlais un peu plus tôt de transmission contrariée entre Jacob et Hélène, c'est parce qu'elle trouve un écho direct dans le deuxième grand thème de cet épisode, l'amour sincère face aux alliances de pouvoir. Parce que c'est là que la série parvient assez habilement à passer du politique à l'intime. D'un côté, on a les prétendants officiels d'Hélène qui la convoitent pour renforcer leur position ou unir des clans. Prenons Malcolm Grant par exemple. Franchement, il me paraît sincère dans ses sentiments, vraiment. On le voit sincèrement triste quand il remarque qu'Hélène lui a volontairement faussé compagnie. Et puis il y a ce petit cœur qu'il voulait probablement lui offrir. Mais même sa sincérité reste finalement prisonnière d'un système. Il l'aime peut-être, mais il l'épouserait surtout parce que c'est une Mackenzie. L'alliance reste le moteur, même habillée de tendresse. Et de l'autre côté, il y a Brian qui ne sait pas qui elle est, qui ne cherche rien d'autre qu'une connexion vraie, sincère. Cette différence, c'est tout le cœur de l'épisode. La première rencontre entre Hélène et Brian, c'est un coup de foudre assumé, dirigé avec élégance, monté sans chichi. La mise en scène dans l'écurie est magnifique. Aucune parole de trop, juste des gestes, des regards, beaucoup de regards, et une respiration partagée. C'est simple, c'est beau, c'est crédible, parce que la caméra reste à hauteur d'émotion. Harriet Slater et Jimmy Roy, les acteurs, ont d'ailleurs raconté qu'ils avaient retourné cette scène à la toute fin du tournage, quand leur complicité était pleinement installée. Et ça se sent, les regards sont justes, la tension est naturelle, l'émotion circule sans forcer. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous m'ont dit avoir été touchés par ce couple. Daniel parlait d'un duo fabuleux et Antonia d'un
Casting à la hauteur. Et c'est vrai que leur alchimie porte ses scènes, on y croit immédiatement. Ce n'est pas sensuel au sens classique, c'est une reconnaissance d'âme sœur. Ce moment où deux êtres se voient enfin tels qu'ils sont, sans masque, sans stratégie. Leur alchimie est immédiate, sans exagération. On comprend immédiatement pourquoi Brian se mettra en danger et pourquoi Hélène respire autrement à ses côtés que face aux prétendants politiques. Et ce contraste est d'autant plus fort qu'il s'oppose à tout ce qui entoure Hélène, les calculs de Colum, les ambitions de Dougal, les mariages arrangés, le fait que leur père et leur clan soient des ennemis jurés. D'une certaine manière, cette rencontre réécrit déjà une idée fondatrice d'Outlander, celle d'un amour qui ne doit rien à la raison ni à la convenance, mais qui reconnaît immédiatement l'autre comme le sien. Ils n'ont pas échangé beaucoup de mots dans cette écurie ou même sur ce pont, mais ils se questionnent déjà sur la façon dont ils vont pouvoir vivre leur amour, comme si c'était d'emblée une évidence. Et ils n'ont pas de doute sur ce que l'autre pense. Ce que j'aime, c'est que la série ne justifie rien par des dialogues explicatifs. Elle montre, et elle nous laisse y croire. Alors et vous, qu'en pensez-vous ? Là, je sais que ça divise, amour au premier regard ou alors amour trop rapide. Perso, j'achète ce coup de foudre, parce que la mise en scène ne force pas, et que la sincérité est là. Mais je veux vraiment votre avis. Est-ce que vous y avez cru immédiatement ou est-ce que vous auriez voulu quelques scènes de plus avant le pont ? Dites-moi-le en commentaire. Parce qu'au fond, ce qui se joue ici dépasse largement leur histoire personnelle. C'est la fondation d'une lignée, celle qui donnera Jamie dans quelques années. Et c'est peut-être pour ça que la série choisit de filmer cette rencontre comme un mythe. Rapide, évident, incontestable. Mais cet amour sincère, cette liberté de choisir son destin, Hélène et Brian ne sont pas les seuls à se heurter au mur du pouvoir. Parce que dans cet épisode, la question de la liberté se pose surtout du côté des femmes. Ce troisième thème, c'est celui de la liberté des femmes, ou plutôt de leur manque criant de liberté. Et ici, ce sont Hélène et Julia qui en portent deux visages assez différents. Pour Hélène, c'est une liberté confisquée par la naissance. Son père l'a aimée, respectée, écoutée, mais même lui n'a pas pu lui donner ce qu'il reconnaissait en elle, le droit de décider pour elle-même. Dès qu'il disparaît, la promesse s'effondre et tout le clan se met à parler d'elle comme d'une pièce d'échiquier. La scène entre elle et Misfits est éloquente au début de l'épisode. Je ne veux pas entendre parler de mariage. C'est dit calmement, mais fermement. Mais c'est un non absolu pour l'instant, un refus qui claque dans un monde où les femmes ne disent jamais non. Quant à Julia, c'est une autre forme d'enfermement, celui du corps et du statut. Servante à Lazars depuis peu, elle doit tout apprendre, obéir, se taire. Et déjà son corps attire un regard qu'elle n'a pas choisi, celui de Lord Lovat. On sent dans le jeu d'Hermione Caulfield cette peur maîtrisée, cette tension dans les épaules. Elle sait très bien qu'à cette époque, une femme sans nom et sans défense peut devenir une proie à tout moment. Là encore, la série évite les grands discours, elle filme des rapports de pouvoir silencieux. Une main posée trop près, un sourire qui n'en est pas un, et Julia qui encaisse sans pouvoir vraiment fuir. Hélène et Julia partagent ce point commun, elles sont toutes les deux prises dans les filets du patriarcat. L'une doit être séduite ou mariée. D'ailleurs, le mariage n'est-il pas une protection, comme le suggère Madame Fitz au début de l'épisode ? Et l'autre doit être asservie ou possédée. Et pourtant, dans ces mêmes regards, on devine déjà une étincelle de résistance. Hélène par son refus et Julia par sa lucidité. Deux femmes qu'on enferme, mais qui, on l'espère, apprendront à se libérer de l'intérieur. Hélène et Julia incarnent deux formes de résistance au patriarcat. Mais cette résistance ne se joue pas que dans l'intime, elle se heurte aussi aux structures du pouvoir clanique. D'ailleurs, Aline m'a fait remarquer quelque chose d'intéressant. Elle dit « On ressent surtout la querelle des clans et le pouvoir des hommes dans l'épisode. » Et c'est vrai que cet épisode d'ouverture pose d'abord un monde politique avant d'installer pleinement la romance. Et c'est précisément ce qu'on découvre du côté des Mackenzie. Et impossible de parler de ce premier épisode sans évoquer les Mackenzie et cette atmosphère de tension familiale sous haute pression. Dès les premières scènes, on comprend que la mort de Jacob ne laisse pas seulement un vide de pouvoir, mais un champ de bataille. Colum et Dougal, deux frères que tout oppose, se disputent non seulement l'héritage, mais la légitimité morale du clan. Colum se veut le chef réfléchi, stratège, carrément froid, et Dougal, lui, incarne la force brute, la fierté guerrière, l'impulsion. Leur désaccord éclate aussi sur le terrain. Dougal hait les Grant quand Colum, lui, cherche plutôt à s'en faire des alliés. Et on sent que Colum a déjà en lui cette part de calcul. C'est lui qui attise la colère de Dougal contre les Grant, presque volontairement, pour mieux affirmer son rôle.
Et au milieu de ce duel fraternel, il y a Hélène, prise entre deux feux. Et ce que j'aime dans cette écriture, c'est qu'elle ne caricature pas leur rapport. On sent la douceur mêlée à l'ambition. Gollum, par exemple, sait qu'il ne pourra jamais être le guerrier que son père aurait voulu. Il compense par la manipulation. Dougal, lui, est dans une quête permanente de reconnaissance, comme s'il avait encore besoin d'être validé par un père absent. Et ce n'est pas seulement une fratrie en déséquilibre, c'est une vraie famille dysfonctionnelle tout entière. Hélène, la préférée de Jacob, cristallise les rancunes et les jalousies. Jocasta, la mère, ne semble avoir hérité que du ressentiment. Et Janet, la cadette, est presque effacée, comme si elle avait depuis longtemps renoncé à exister dans cette hiérarchie affective. Le seul moment où on voit Jocasta sourire sincèrement, c'est face à Murta, et c'est la preuve qu'il existe encore quelque part des fragments de tendresse dans cette famille brisée. Et ce simple échange entre elle et Murta éclaire d'un jour nouveau leur rapprochement bien plus tard dans la saison 4 d'Outlander. Mais la scène, franchement, la plus écœurante, c'est sans doute celle où Gollum réduit Hélène à ce qu'elle possède grâce au clan. Tout ce que tu portes, tout ce que tu manges, tout ce que tu es vient du Lord, vient du clan. C'est une humiliation, pure et simple. Et ce qui la rend vraiment insupportable, c'est qu'elle vient d'un frère. À ce moment-là, Hélène ne dit rien, mais son regard parle pour elle. Et dans ce silence-là, on sent toute la violence d'un système où la loyauté familiale se retourne en domination. Les Mackenzie se présentent comme une famille, une dynastie unie, mais derrière la façade, on voit déjà les fissures. Une famille liée par le sang et rongée par la rancune. Le titre de l'épisode Providence résonne comme une promesse ou comme une mise en garde. Dans l'univers d'Outlander, le destin a toujours été une force à part, celle qui relie les époques, qui ramène les âmes l'une vers l'autre, souvent au moment où elles s'y attendent le moins. Ce premier épisode installe déjà cette idée de prédestination. Et tout est résumé dans une seule image, l'oiseau que Gollum libère dans le bureau du Lord. Ce geste qui semble d'abord doux et poétique prend une résonance bien plus sombre. L'oiseau s'envole, mais c'est Hélène qu'on enferme. La mise en scène en joue d'ailleurs très habilement. Gollum agit comme celui qui donne la liberté, mais son regard reste froid, presque mécanique. Pour lui, c'est un rituel de passage. Il libère l'âme du père, tout en reprenant le contrôle du clan, et donc du destin de sa sœur. Et puis visuellement, cet oiseau qui s'envole, c'est aussi une transition magnifique, puisqu'il nous emmène, cet oiseau, tout droit au XXe siècle, avec Julia et Henry. Et puisqu'on parle de destin, Julia est enceinte quand survient l'accident de voiture. Alors qui est ce bébé ? Survivra-t-il au voyage temporel de sa mère ? On ne sait pas trop de combien de temps elle est enceinte. La série nous réserve sans doute des révélations sur la lignée Beauchamp. Là, la providence prend une autre forme, celle d'un accident inexplicable, d'un passage brutal entre deux mondes. J'ai adoré ça, j'adore quand la série me prend par surprise. Et je ne m'attendais pas du tout à voir Julia et Henry apparaître dans le passé dès ce premier épisode. C'est un choix audacieux que la promotion n'avait pas laissé deviner, et ça crée tout de suite une connexion émotionnelle entre les deux époques. Dans Outlander, déjà, le destin est toujours un pas en avant et deux pas en arrière. Ce n'est pas une ligne droite, c'est comme une spirale. Et ici, Blood of My Blood reprend cette idée avec sa propre tonalité, plus sobre, plus symbolique, mais tout aussi intéressante. La providence dans cet épisode n'est pas un miracle, c'est un moteur invisible, lui qui pousse les personnages là où ils doivent aller, qu'ils le veuillent ou non. Vous l'avez peut-être remarqué en regardant l'épisode, si vous connaissez Outlander, Blood of My Blood dialogue constamment avec Outlander. Pas de manière appuyée, mais par petites touches plus ou moins discrètes. Et j'aimerais prendre quelques instants pour décortiquer ces clins d'œil avec vous. Parce qu'ils sont vraiment bien pensés, ils ancrent la filiation entre les générations, sans jamais non plus parasiter le récit pour les nouveaux venus. Je les ai organisés en 3 catégories pour qu'on y voit plus clair. Commençons par ce qui se touche, ce qui se manipule, ce qui se transmet, les objets. Et on a d'abord le Shinty, ce jeu auquel joue Dougal. Et là, on le voit qu'il joue avec la même fougue qu'il y a 40 ans dans Outlander. Même énergie brute, même impulsivité. Dougal n'a pas changé d'un poil, toujours aussi entier, toujours aussi excessif. Et ce n'est pas un hasard si la série nous montre ce jeu assez violent. Ça plante déjà le personnage qu'il sera. Ensuite, les échecs. Hélène est une stratège assez naturelle. Et puis, on peut supposer qu'elle apprendra le jeu à son fils Jamie. On devine une sorte de transmission d'une intelligence tactique et qui servira à Jamie toute sa vie.
Autre objet, le tartan dans la chambre à Léoc. Hélène effectue ce rituel qui renvoie à la dignité du clan pour les fans de la première heure. C'est un écho direct à une scène coupée de la saison 1 où Jamie faisait exactement ce même geste de plier son tartan. Un détail infime mais qui dit tant sur la continuité des traditions. Et puis, il faut parler de ces défenses de sanglier que Murtagh arbore fièrement après la chasse. On devine qu'elles deviendront peut-être les fameux bracelets qu'il offrira un jour à Hélène. Un objet qui porte déjà toute son histoire d'amour contrariée à venir. Et puis ensuite, il y a les espaces, ces décors qui nous font dire « Mais oui, je connais cet endroit ». Et d'abord, il y a la chambre qu'Hélène occupe à Léoc. C'est la même que celle où Jamie consolera Claire des années plus tard, même fenêtre, même lueur froide. Les pierres ont une mémoire. Et puis, il y a ce passage secret qu'Hélène emprunte pour sortir du château, de manière discrète. Et c'est un écho direct au moment où Claire s'échappe pendant le gathering dans la saison 1, ça doit être épisode 4. Ces murs cachent les mêmes fuites et les mêmes désirs de liberté. Et puis Léor lui-même, revoir ce château, sa cuisine, ses couloirs, ses rituels, c'est un peu comme rentrer à la maison. Et la série ne se contente pas de recréer le décor, elle le réhabite avec une nouvelle génération. Et puis enfin, il y a ces parallèles plus subtils, ces résonances entre les histoires. Et j'ai envie de vous parler de ce coup de foudre un peu muet. Hélène et Brian dans l'écurie, c'est un écho direct à la rencontre entre Jamie et Claire. Même reconnaissance immédiate, même évidence qui dépasse la raison. On comprend que l'amour Fraser ne s'explique pas, il se reconnaît. Ce que j'aime dans ces clins d'œil, c'est qu'ils ne sont jamais gratuits. Certains spectateurs ont pu parler de fanservice, mais pour moi, on en est vraiment loin. Ces parallèles visuels et symboliques font écho, mais sans parasiter le récit. Ils enrichissent la lecture pour celles et ceux qui connaissent déjà Outlander, tout en restant invisibles, ou simplement beaux pour les nouveaux venus. Je pense au pliage du tartan. Ce sont des cadeaux pour les fidèles, des petits frissons familiers, sans jamais nuire à la découverte de cette nouvelle histoire. Ils nous rappellent d'où l'on vient, tout en nous entraînant ailleurs. Blood of My Blood tisse des liens entre les époques, les personnages, les gestes du quotidien, et c'est précisément ce qui fait sa force. On ne regarde pas une copie, on regarde une conversation entre deux générations, et franchement, je trouve ça magnifique. Avant de poursuivre avec ma conclusion, j'aimerais vous lire un commentaire qui m'a particulièrement touchée parmi tous ceux que vous avez laissés sous mes publications Facebook, Instagram, Patreon après la diffusion de l'épisode. Comme je vous le disais sur les réseaux, j'ai décidé de mettre en avant à chaque décryptage le commentaire le plus marquant, celui qui m'a ému, fait sourire ou simplement offert un regard différent sur la série. Son autrice ou son auteur gagne un mois d'accès au palier 3 de mon Patreon et je vous partage ici son message avec vous. Pour ce premier épisode, c'est Evelyne Tessier-Tagemou qui m'a particulièrement touchée avec ce commentaire que je vous lis maintenant. Je crois que les fans d'Outlander vont adorer. Cette série est à la fois familière et différente. Et on prend l'Écosse et ses coutumes de Highlander en pleine face. Elle sera aussi addictive qu'Outlander. Merci Evelyne pour ces mots et c'est à peu près exactement ce que j'ai ressenti aussi. On retrouve ce souffle, cette authenticité, cette Écosse qui nous prend en plein cœur. Et en même temps, Blood of My Blood s'affirme déjà comme une œuvre à part entière. C'est ce genre de regard qui me rappelle pourquoi j'adore échanger avec vous à chaque nouvel épisode. Bravo Evelyne, et merci à toutes ceux et toutes celles qui prennent le temps d'écrire. Vos mots nourrissent vraiment mes décryptages. Ce premier épisode de Blood of My Blood m'a vraiment donné le sentiment d'assister à une renaissance de l'univers Outlander. Providence retrouve ce ton sensoriel et émotionnel des débuts d'Outlander, moins d'action, plus de gestes, de regards, de symboles. La caméra s'attarde sur la terre, la laine, le bois, sur tout ce qui fait battre le cœur de cette saga. Tout est là, les paysages, la musique, la lenteur assumée, la profondeur émotionnelle. Et pourtant, Blood of My Blood parvient à tracer sa propre route sans se contenter de rejouer ce qu'on connaît déjà. Et visiblement, beaucoup d'autres ont ressenti la même chose. Leigh Thillot écrivait « Ravie, conquise, magnifique, tous en boîte avec Outlander ». C'est exactement ce sentiment de continuité dans la nouveauté qui fait la force de cet épisode. J'ai aimé que la série prenne le temps de poser ses fondations, une nouvelle génération de personnages, des liens familiaux complexes et déjà des résonances très fortes avec la saga mère. C'est un épisode d'exposition solide, porté par une mise en scène soignée et un vrai sens du détail. On y sent la douleur, la loyauté et cette idée que le destin s'écrit toujours à contre-courant des volontés humaines. La surprise, Julia et Henry propulsés dans le passé dès ce premier épisode,
Un choix efficace et assumé qui crée immédiatement des passerelles entre les intrigues. Alors si la suite garde ce niveau d'écriture et cette justesse d'interprétation, je pense qu'on tient quelque chose de très fort. J'ai maintenant hâte de voir comment Hélène va naviguer entre le devoir et le désir, comment Brian va concilier amour et loyauté, et surtout comment Julia et Henry vont survivre à ce siècle qui n'est pas le leur. Une chose est sûre, Blood of My Blood a trouvé son ton. Entre héritage et renouveau, entre hommage et audace, cette série trace sa propre route dans l'univers Outlander et franchement, j'ai hâte de voir où elle nous mène. Et vous, dites-moi, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce premier épisode ? Étiez-vous conquis d'emblée ou avez-vous eu besoin d'un petit temps d'adaptation ? Pour prolonger l'expérience de cet épisode, il y a de nombreuses petites vidéos bonus qui gravitent autour de l'épisode. Vous les trouverez sur mes différents réseaux et je vous indique les liens dans la description de cette vidéo. Je vous invite notamment à découvrir la vidéo de TV Insider où les acteurs de Blood of My Blood reviennent sur les grands moments du tournage et les secrets du premier épisode. Vous y entendrez Harriet Slater, Jamie Roy, Hermione Caulfield et Jeremy Irvine parler de leurs personnages, de leurs premières impressions et des scènes qui les ont le plus marqués. La vidéo complète traduite en français est disponible dès maintenant sur mon Patreon. Et bien sûr, on se retrouve très vite pour le décryptage de l'épisode 2, où les lignes vont déjà commencer à bouger entre révélation, tension et nouveaux visages. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.